Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour, comme chaque semaine, décrypter, analyser l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par un classique de cette émission Windows. Windows dans sa version 11. Alors version 11 qui met un peu de temps à se déployer. Là, dans quelques jours, quelques semaines, quelques jours, pas quelques semaines, c'est une amélioration significative de Windows 11 qui se profile à l'horizon, si on peut dire. Alors significative, c'est peut-être un petit peu fort. Quand même. Si. Et en plus, je ne sais pas vraiment si ça va avoir un impact sur la vie des DSI, ce sera plutôt des améliorations qui concernent les utilisateurs à titre de particulier. Donc vous vous souvenez que l'année dernière, Microsoft avait dit Windows 10 c'est la dernière version, il n'y en aura plus d'autres. Nous, on pourrait dire Windows 11 c'est la dernière fois qu'on en parle parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Mais enfin bon. Donc on déroule le fil. En juin, Microsoft annonce cette nouvelle version, Windows 11. En octobre, ça commence à se déployer. Et puis là, donc, c'est par l'intermédiaire d'une petite information sur le blog de Microsoft que le responsable de la filiale, enfin de la division Surface et Windows annonce qu'il va y avoir une nouvelle release de Windows 11 qui va commencer à être déployable en février. Donc, alors même que finalement la version qu'avait la première version Windows 11 qui avait été disponible en octobre n'est certainement pas fini d'être déployée. Loin de là. Les chiffres d'ailleurs, Microsoft n'a pas donné de chiffres à cette occasion-là. Oui. Savoir où on en est, 20, 30, 50, 60%. L'absence de chiffres, peut-être dire beaucoup de choses. Voilà. Donc là, les améliorations, en fait, c'est il y a en particulier le support officiel de l'accès à la bibliothèque, enfin aux applications, le Play d'Amazon, okay. Donc les applications Android qui pourront être officiellement lues et exécutées sur un PC. Donc ça, c'est effectivement une grande évolution quand même. C'est une évolution importante et intéressante dans le sens où, et ça on l'avait déjà dit, que finalement il va y avoir une convergence, c'est déjà en cours, à la fois dans l'univers Apple, mais aussi dans l'univers Windows. Il faut cette convergence entre le monde du mobile et le monde du PC, parce que c'est vrai que de plus en plus les gens de toute façon ont les deux terminaux et il faut absolument qu'ils puissent faire fonctionner les applications de l'un sur l'autre et réciproquement. Donc ça c'est une première chose. Petit bémol, il faut un PC avec 8 Go de RAM, donc c'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin ça commence à devenir. Après, parmi les autres améliorations, il y a le Notepad. Vous savez, le Notepad c'est le bloc-notes que peu de gens utilisent, mais finalement, si on le comparait aux premières versions de Word, il est peut-être aussi abouti aujourd'hui. Si on veut juste écrire, ça suffit peut-être. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les fonctionnalités de Word. Il y a un nouveau Media Player, donc qui remplace le précédent et donc qui supporte Groove, c'est le service de musique. Il y a des modifications sur le gestionnaire d'applications. Donc vous voyez quelques améliorations, un peu cosmétiques, mais qui sont pas significatives. Alors on avait donné quelques chiffres parce que c'est assez intéressant de recadrer ça dans l'environnement Windows. On parle quand même là les chiffres sont pas très précis, mais entre 1,3 million et 1,5 million postes de travail Windows. Donc vous voyez que effectivement ça fait du monde et le temps que tout ça soit migré, il va se passer encore pas mal de temps et probablement si Microsoft annonce une nouvelle version de Windows, peut-être dans 3 ans, est-ce qu'on aura fini la migration? C'est pas sûr. À cette occasion, parlons des résultats de Microsoft, puisqu'il vient d'être publié. Tout va bien. Ils sont bons. Un chiffre d'affaires pour le semestre, puisque vous savez que Microsoft est décalé, et commence le 1er juillet. Pour donc son premier semestre de son exercice fiscal, 97 milliards de chiffre d'affaires, plus 21%. Quand même. Quand même. Le bénéfice net, 39 milliards. Donc sur 97, plus 39%. Donc vous voyez que... Pour nos lecteurs DSI, il y a quelques marges de négociation visiblement sur le prix des licences. Oui, parce que là, effectivement, on en avait parlé quand il y avait l'augmentation des licences Office 365.
significative. Et là, pour le coup, les DSI, en gros, ils ont le couteau sous la gorge, ils peuvent rien faire, ils sont obligés de se soumettre. Des augmentations qui ne sont pas justifiées par les difficultés financières de Microsoft. C'est moins compliqué. Alors, puisqu'on parlait d'alternatives éventuelles à Windows, justement, pour faire face à ces croissances des coûts, il y a évidemment une solution naturelle, c'est Linux. Et là, pas de chance cette semaine, une grosse faille sur les distributions Linux. Alors, c'est une faille qui peut être activée que localement. C'est quand même, ça limite un peu les risques, mais quand même. Alors, c'est Qualys qui a mis en évidence cette faille, qui est très ancienne puisqu'elle date de 12 ans. Oui. Et donc, effectivement, c'est lorsqu'un utilisateur prend le contrôle en local d'une machine Linux, il peut ensuite outrepasser ses droits d'utilisateur standard pour passer au mode administrateur sans connaître le mot de passe et donc là faire en gros tout ce qu'il veut. Donc effectivement c'est quand même une faille assez considérable. Je dirais que la bonne nouvelle c'est qu'il y a tous les fournisseurs de distribution et toutes les distributions Linux sont concernées. Ça peut être Debian, Fedora, Ubuntu, CentOS. D'ailleurs Red Hat est basé sur Fedora, donc elle aussi est concernée. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un patch et bon, il faut installer le patch le plus rapidement possible. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, il y a des gens qui traînent un peu à mettre les patchs. Ça se fait pas comme ça. Surtout sur des grands. Surtout quand on a 10 000 postes de travail Linux, c'est peut-être pas très fréquent, mais enfin ça arrive. Donc il faut le faire le plus vite possible. Alors finalement, la remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'on disait en permanence, oui, mais vous voyez, Linux, c'est un environnement open source, qualité de code, avec des contributeurs multiples et variés qui sont... et puis finalement, malgré tout, en fait, le problème des failles du logiciel concerne l'ensemble des environnements logiciels, quels qu'ils soient. Et évidemment, les hackers, ils s'intéressent là où il y a les gros poissons d'abord, et puis après, ils s'intéressent éventuellement aux autres. Enfin, là, en l'occurrence, c'est une défaillance de qualité. Donc, c'est un problème qui est posé. Alors, pour le coup, on part sur un sujet complètement différent. On parle d'infrastructures et surtout d'offres liées à ces infrastructures. Alors, on sait que c'est la mode du base de service. Donc, chez HPE, ça s'appelle GreenLake. Chez Dell, ça s'appelle Apex. Et donc, la nouveauté, c'est Dell sort une offre Apex dans une version multi-cloud. Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs annonces dans cette annonce. Donc, Apex avait été annoncé par Dell en début d'année dernière. Donc, c'est quelque chose qui est en cours d'extension. Et donc, à terme, l'ensemble de l'offre Dell sera proposé en mode Apex. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est en gros pay as a service. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez ce que vous consommez et sans engagement. Alors, d'ailleurs, c'est à discuter parce que là, en l'occurrence, il y a des engagements. Donc, il y a plusieurs annonces dans cette annonce. Donc, le premier, il se trouve que c'est l'extension à Kubernetes. Donc, Dell avait déjà annoncé des environnements DevOps. En gros, c'est des environnements tout prêts à l'utilisation pour les environnements des développants qu'ils n'aient pas à se casser la tête pour, ce qui concerne l'environnement sur lequel ils travaillent. Et donc là, il y a eu une extension. Donc, il y avait déjà disponible Azure, Tanzu, VxRail. Donc, Azure, c'est Microsoft. Tanzu, c'est VMware. VxRail, c'est Dell. Et là, ils étendent à EKS d'Amazon, donc qui sera également disponible. Donc, c'est une extension sur la version Kubernetes d'Amazon. Le deuxième, c'est un service de backup qui sera également disponible sous forme d'Apex. Et puis, la troisième, c'est le projet Alpine. Et donc là, c'est pour Dell. Et d'ailleurs, Dell n'a pas été, n'a pas détaillé, l'offre qui est proposée là. Mais en gros, c'est la possibilité d'avoir du stockage bloc ou du stockage fichier sur l'ensemble des clouds publics. Donc les trois gros, Amazon, Microsoft et Google,
plus Oracle, qui commence à devenir un gros, enfin en tout cas dans le cloud. Oui. Et donc ce service, c'est la possibilité d'avoir du stockage bloc fichier sur ces clouds publics avec du logiciel et expertise Dell disponible. Donc c'est à la fois l'extension de ce mode Apex, et puis c'est l'idée de toujours cette amélioration de la fluidité entre c'est transparent en théorie et le cloud public. Sur le papier, c'est très bien. Après, après à mettre en œuvre, il y a des DSI pour s'en occuper, parce que c'est pas si ça marche peut-être pas tout ça. Non. Alors, on passe à la partie, financière de notre émission, Guy, et on commence par un enjeu à 1,4 milliard de dollars, et en l'occurrence, il s'agit du laboratoire Merck, qui, on ne s'en souvient pas forcément, mais avait subi une attaque NotPetya et qui s'est retourné contre son assureur qui ne voulait pas payer l'addition. C'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu 1,4 milliard de dollars, donc on peut comprendre que l'assureur... On en avait parlé quand il y avait eu NotPetya et WannaCry. Vous vous souvenez, c'était dans les années 2017, et donc ça avait été une vague de ransomware inédite qui avait touché tout un tas d'entreprises, dont Merck. Ils avaient annoncé 40 000 ordinateurs qui avaient été touchés par ce ransomware, donc quelque chose de très important. En France, il y avait eu Saint-Gobain aussi qui avait été touché par ça. Et donc, il se trouve que Merck avait souscrit une assurance auprès d'un assureur américain, Ace American, et une assurance qui couvrait tout. Et donc, ils avaient, enfin, une assurance, je pense qu'ils avaient pris le service le plus élevé. En général, on prend le plus bas, mais là, ils avaient pris le plus élevé. Ils avaient bien anticipé le truc. Et donc, après cette attaque, ils avaient évalué je dirais le montant des dédommagements à demander à 1,4 milliard, qui rentrait dans l'enveloppe à laquelle ils pouvaient prétendre grâce au service. Et donc l'assureur, alors là, a sorti, c'est là où on voit d'ailleurs comment fonctionnent les assureurs. Ils essayent toujours de trouver le bon truc pour ne pas vous rembourser. Et donc là, ils avaient l'argument, c'était de dire que NotPetya avait été utilisé pour une attaque sur l'Ukraine, et que donc c'était en gros ça faisait partie d'un conflit armé, là en l'occurrence c'est pas vraiment armé, mais d'un conflit militaire, si je puis dire, et que donc la souscription qui avait été prise par Merck ne rentrait pas il y avait une sorte de droit d'exclusion, genre les fameuses clauses de catastrophe naturelle, exactement. Et donc Merck a engagé une procédure dans le New Jersey qui vient de rendre en 2019, qui vient de rendre sa décision, et donc l'assureur devra payer. Donc c'est important. Alors peut-être qu'ils vont faire appel, c'est probable d'ailleurs, mais en tout cas c'est important parce que finalement ça fait jurisprudence. C'est-à-dire que et là que ce soit d'ailleurs pour les assurances, mais que ce soit pour les contrats dans le cloud, faut vraiment finalement l'informatique c'était un domaine technique, maintenant ça devient un domaine juridique. Il faut lire les contrats, il faut vraiment lire ce qu'il y a dedans, voir les clauses d'exclusion. Les contrats sont toujours rédigés de manière qu'ils ne soient pas explicites de la manière la plus simple possible. Donc, en tout cas, c'est un cas de jurisprudence intéressant qui servira à toutes les autres entreprises. Alors, Guy, autre rendez-vous classique de cette émission, les résultats trimestriels d'IBM. Alors, j'allais dire que ce trimestre aussi, c'est enfin une bonne nouvelle. Alors, après, il y a des explications, on va y venir. Oui. Alors, on aurait pu en choisir plein d'autres, puisque les résultats en général des fournisseurs d'IT sont plutôt bons. On a choisi IBM parce que c'est IBM, et puis parce que en fait, c'est vrai qu'on a une litanie c'était une saga des trimestres après trimestre, ça baissait, etc. Il y a eu l'événement où IBM se sépare de Kyndryl, donc Service Manager, pour se recentrer sur tout ce qui est intelligence artificielle et puis surtout le cloud hybride. Et donc, ça a mis du temps, 3 trimestres passent, ça marche moyennement, si je puis dire. Arvind Krishna fait peut-être un peu profil bas. Et puis là, premier trimestre, donc c'est le 4e trimestre de l'année 2021, je dirais c'est pour la première fois une croissance trimestrielle de plus de 6%, donc c'est significatif. Et surtout, ce qui est important pour IBM, c'est que c'est principalement l'activité cloud qui est
qui est dans la division logicielle, mais c'est la plus grosse partie, l'activité cloud est à plus 16%. Donc, est-ce qu'on peut y voir, je dirais, une embellie qui est liée à, finalement, la montée de la vague générale pour les fournisseurs IT ou est-ce que c'est spécifique à IBM? Ça, il faudra suite au prochain attendre les trimestres prochains, sachant que pour ce qui est du le conseil, ça marche assez bien, plus 13%, et l'infrastructure, c'est étal. Mais ce qu'on peut dire pour l'infrastructure, c'est que chez IBM, il y a toujours... c'est très cyclique puisque c'est lié aux annonces. Alors, il y a du stockage, mais c'est lié aux annonces de mainframe. Et les annonces de mainframe, c'est pas tous les ans. Non, donc, et là, il se trouve qu'on va rentrer dans une nouvelle... cycle de renouvellement. Voilà, dans le prochain trimestre ou le trimestre après. Donc, la division infrastructure va sans doute être dopée. Donc, si les deux se combinent, l'année 2022 devrait être une assez bonne année pour IBM. Et donc, si c'est le cas, d'ailleurs, on recevra le responsable de Red Hat bientôt. Red Hat, c'est vraiment l'élément central de la stratégie d'IBM. Et on verra si... D'autant que on a annoncé aussi à cette occasion que la fameuse division Watson Health qui devait révolutionner le secteur de la santé est à vendre. Et oui, elle a été vendue à un fonds d'investissement, Francisco Partners. Donc là, c'est effectivement, ça met un peu en cause la stratégie précédente, la validité de tout ce qui est activité d'intelligence artificielle d'IBM, c'est-à-dire est-ce que IBM doit se concentrer uniquement sur le développement, je dirais, du logiciel d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il doit aller au-delà et avoir des activités déclinées sur des secteurs économiques? Ça, c'est pour le coup... a priori, c'est un premier pont qui s'en va, et donc ça commence à donner une réponse sur la question. Alors, pour le dossier de la semaine, Guy, c'est un sondage par le SN Talent, par l'IFOP, pour le compte de l'ESN Talent, sur un sujet dont on commence à parler un peu, les métavers. Qu'est-ce que les Français pensent des métavers? Alors déjà, il faudrait savoir s'ils connaissent déjà le mot. Alors, exactement. Métavers. Alors, métavers, d'ailleurs, je sais pas si ça va se stabiliser, mais je sais pas si en français on dit métavers ou métaverse. Oui. Donc, en fait, si on refait le fil, on en parle beaucoup parce que Mark Zuckerberg a fait une présentation il y a quelques mois de Facebook où, en gros, il explique un peu sa volonté, parce que parler de stratégie, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, sa volonté d'étendre l'activité de Facebook, qui au passage est renommé Meta, dans ce fameux métavers. Alors le métavers, on sait que d'ailleurs tous ces patrons d'entreprises, dans les GAFAM et puis Tesla, Elon Musk, etc., ils sont tous passionnés de science-fiction. Et donc effectivement, ça vient de l'univers de la science-fiction. Et c'est un dénommé Neil Stephenson qui, dans un roman dans les années 90, le samouraï, je ne sais plus exactement. Donc il a lancé un roman qui donne, et c'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot métavers. D'ailleurs, ce roman, quand on lit l'histoire, j'ai pas lu, mais j'ai lu le résumé pour l'expliquer un peu. C'est assez sombre comme histoire parce que en gros c'est un mania. On ne sait pas à qui on pourrait penser, mais il y a peut-être des exemples aujourd'hui. Il prend le contrôle des cerveaux, des humains. Donc vous voyez, ça commence mal. Et donc, heureusement, il y a un gentil hacker qui vient là et qui va pouvoir résister contre ça. Donc ça, vous voyez, le décor est planté. Alors maintenant, ça nous amène à cette enquête. Savoir, est-ce que les gens connaissent le métavers? Alors là, il y a un chiffre qui est qu'il y a encore du travail, parce que 40% des 18-49 ans, on ne va pas au-delà des 49 ans. Déjà, je note. Donc je suis en dehors du coup. Voilà. Alors moi non, ça va, je suis concerné, mais donc 40% seulement ont entendu parler. Et entendu parler, ça ne veut pas dire qu'ils savent ce que c'est. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est vraiment? On ne sait pas trop. Donc ça, c'est une première donnée. En gros, c'est encore un univers à défricher. 60% pensent que c'est pour se divertir. Donc vous voyez que les applications concernant les entreprises professionnelles, il y a encore un peu de marge. Et à peu près la même chose, 55% pensent que c'est pour s'évader du réel. Bon, on aurait pu dire, pas pu dire mieux, parce qu'effectivement, on est dans le virtuel, donc c'est vraiment pour s'évader du réel. Et puis après ça se dégrade un peu parce que 75% des gens ont des craintes.
Donc vous voyez que... Et alors, il se trouve que là, il y a une corrélation entre plus vous avez une connaissance de ce que c'est, et moins vous avez de crainte. Mais bon, néanmoins, 75%, c'est beaucoup, globalement. Et puis alors, le point qui concerne Facebook, puisque finalement, c'est quand même Facebook qui est à l'initiative de cette... Nouvelle mode. De cette alors oui, comme vous dites, mode. Pour le moment. Pour l'instant. Alors, 75% des gens interrogés ont des craintes ou ne font pas confiance à Facebook pour, en gros, transférer ses profils dans le métavers. Parce qu'en gros, finalement, Facebook pourrait utiliser les données personnelles pour créer une sorte d'avatar de vous et le mettre dans le métavers pour que vous puissiez commencer à jouer. C'est-à-dire qu'en gros, ne pas attendre que vous-même fassiez la démarche, mais vous le faire pour vous. Et donc, 75% des gens n'ont pas confiance dans Facebook pour utiliser leur profil. Donc, vous voyez que c'est quand même assez problématique. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a déjà pas mal de start-up qui se lancent dans le sujet. Alors, certaines, il y en a une, par exemple, c'est transformer des films, des vidéos traditionnelles alors je sais pas comment on appelait ça. Oui, en scène, entre guillemets, 3D. Vous voyez, c'est quand même c'est assez limité. Mais il y a des choses peut-être plus intéressantes. Et il y en a une autre, une start-up qui crée un hôpital virtuel. Et donc là, l'intérêt, c'est que en gros, vous allez pouvoir jouer avec l'hôpital virtuel pour finalement vous familiariser avec ça, avec cet univers-là, et puis vous... Parce que soigner virtuellement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il peut y avoir des applications. Il y en a une autre, une start-up qui propose un NFT 3D d'avatar de célébrité. Donc, vous voyez que là, l'intérêt est quand même... Je pense qu'on va perdre pas mal de vecteurs à ce moment-là. Donc, il y a quand même des start-up qui se travaillent le sujet. Et donc, le temps que ça arrive déjà dans les particuliers et puis dans les entreprises. Mais vous vous souvenez de... Second Life. Exactement. Café Cheat. Café Cheat et autour duquel toutes les grandes entreprises s'étaient lancées, s'étaient embarquées. Complètement. Avaient créé... C'est pour ça que je me permets de parler de mode, parce que... Oui, tout à fait. Second Life qui était... D'ailleurs, il y en a une autre, une start-up qui, finalement, qui reproduit un peu ce qu'avait fait Second Life, c'est reproduire des événements virtuels. Donc, en gros, c'est pas vous qui allez rencontrer votre voisin, c'est votre avatar qui va rencontrer l'avatar de votre voisin. Donc, voilà. Pourquoi pas. Alors, on arrive, Guy, à l'actualité aux événements des semaines à venir. En l'occurrence, on reprend un peu le fil traditionnel, puisque le Mobile World Congress, qui se déroule, comme chaque année, à Barcelone, va se dérouler physiquement du fin février début mars. Donc c'est un peu le retour des grands maîtres IT. Alors après, est-ce que le public sera au rendez-vous? C'est toujours la question. Oui, c'est la question, parce que ça avait été annulé l'année dernière. La dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2019. Il y avait ces 100 000 visiteurs. Tous les grands de l'IT sont là, du mobile, mais par extension de l'IT. Donc c'est vraiment, avec le CES, c'était vraiment la grande manifestation. Ça revient cette année à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Est-ce que tout le monde sera présent? Tous les participants, quand je dis les participants, c'est pas les visiteurs, c'est tous les exposants, les fournisseurs sont présents. Il y en a qui commencent à se désister parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore pas mal d'incertitudes. Mais bon, c'est étonnant parce qu'il y a un discours ambiant qui est très rassurant sur l'épidémie, et puis... Il y a une réalité qui peut être un peu plus donc il y a encore incertitude, mais en tout cas, même dans un format un peu réduit, il y aura le Mobile World Congress. Quels seront les thèmes? Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Je dirais les 5-6 années passées, c'était la 5G. Donc c'était la 5G va arriver, la 5G arrive, la 5G est arrivée. Pour la 6G, c'est un peu tôt quand même. Voilà, les premiers use cases et peut-être la 6G, mais on aura l'occasion d'en reparler fin février, début mars. Et puis on finit par le coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Alors cette fois-ci, c'est plutôt un étonnement, puisque c'est Sigfox, dont on a appris hier qu'il était placé en redressement judiciaire. Qui était quand même une start-up emblématique de la tech française, 500 emplois à la clé. Visiblement, il y a un problème de marché. Exactement. Donc créé en 2009 dans la région de Toulouse. Donc on appelle un peu l'Internet des objets, l'équivalent de la Silicon Valley pour l'Internet des objets dans la région de Toulouse. Donc
c'était une des premières pépites françaises, avec des applications dans l'Internet des objets qui étaient extrêmement prometteurs, qui arrivent avec leurs propres standards. Donc, en gros, ils sont allés aux États-Unis, donc un développement important. Et puis là, je dirais que tout d'un coup, on apprend qu'ils sont mis en redressement judiciaire. Donc il y a 6 mois pour retrouver un repreneur, retrouver une orientation qui tienne la route. Alors les raisons qui sont avancées, mais à mon avis, elles sont pas. Il y a 2 raisons qui sont annoncées, c'est la pénurie de composants et puis le Covid. Donc ça me paraît un peu limité. Je pense que c'est plutôt, je dirais, le positionnement de l'entreprise et la concurrence qui existe. Il y a LoRaWAN qui est un standard concurrent. Il y a le Narrowband IoT qui est aussi un concurrent. Et puis il y a la 5G. Donc ça fait beaucoup de concurrence qui fait qu'il y a une remise en cause, je dirais, de la stratégie originelle de l'entreprise. Et ce sera donc il y aura une double difficulté, c'est-à-dire à la fois trouver un repreneur sur une entreprise refondée sur une stratégie qui prenne en compte tous ces éléments. Donc, on verra si, dans les 6 mois qui arrivent, ce qui va se passer. Mais c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de chapeau, c'est un coup de blues un peu, parce que c'était quand même une initiative intéressante française. Bon, écoutez, Guy, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci pour cette analyse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre émission Informatique News Hebdo. En attendant, très belle semaine et très bon week-end à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.